Bonjour à tous et à toutes. Donc vous savez, je m'appelle Jean-Michel Giardini, je suis directeur de recherche à INRAE et j'ai le plaisir de vous accueillir alors à la fois ici mais également à distance avec un certain nombre de personnes qui sont connectées et qui vont suivre la conférence par l'outil Livestorm en webinaire. Donc je crois que vous êtes assez nombreux connectés et on en est ravis. Donc je vous rappelle juste que parmi les missions du Fonds français pour l'alimentation et la santé, il est question d'éclairer des questions scientifiques d'actualité. Et donc aujourd'hui, ce sera du champ à l'assiette, comment se construit la qualité nutritionnelle d'un aliment. C'est écrit sur les documents que vous avez en main et sur l'écran. Donc j'ai le plaisir d'avoir deux orateurs à vous présenter. On aura d'abord une présentation de Véronique Santé-Loutelier, directrice de recherche à INRAE également, qui vous parlera notamment d'une expertise collective qu'elle a conduite. Et puis ensuite, on aura Bernard Schmitt, médecin endocrinologue et puis expert en nutrition, qui vous parlera notamment de ce qui est fait dans l'association Bleu Blanc Cœur, mais pas que, pour avoir une alimentation plus vertueuse. Donc je vais m'arrêter là et passer tout de suite la parole à Véronique, que j'ai le plaisir à qui je vais donner la parole. Juste quelques informations. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag qui est mentionné à l'écran, hashtag FFAS Event. Donc la conférence est diffusée en direct et pour tous ceux qui sont en ligne, et je sais que vous êtes nombreux, posez vos questions directement dans l'onglet questions et elles me seront transmises pour la discussion et donc on pourra les relayer bien sûr. Donc il y aura un replay disponible en fin de conférence. Et puis, vous pourrez retrouver l'intégralité de la conférence et l'interview qui suivra sur le site internet et la chaîne YouTube du FAS d'ici une quinzaine de jours. Et j'en profite aussi pour annoncer la réflexion autour d'un sujet identique, mais cette fois dans le domaine végétal, puisque aujourd'hui, on va essentiellement parler de produits animaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Véronique, je te laisse prendre un micro, parce que moi, je garde le mien, j'ai ce privilège-là. Et je te laisse la parole pour une 30-40 minutes, je crois. Merci. Bonjour à tous et merci. Je suis très heureuse d'être ici, invitée par le Fonds français de l'alimentation et de la santé. Et je remercie le public présent, voilà, et puis celui qui est à distance, parce que, comme disait Jean-Michel, nous sommes nombreux pour cette conférence. Donc, le sujet que je vais vous présenter concerne l'impact des modes de production et des procédés sur la qualité nutritionnelle des produits d'origine animale. Donc, on va suivre ce plan. On a parlé d'expertise collective, ça s'appelle aussi l'ESCO. Donc, je vous ferai un petit topo là-dessus. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on s'en sert. On regardera également la qualité nutritionnelle de l'aliment. On s'intéressera justement à la consommation des produits animaux dans notre diète, comment ils interviennent et qu'est-ce qu'ils apportent. Et puis on rentrera dans le dur. On va essayer de regarder comment on peut moduler la qualité nutritionnelle d'un aliment. Donc, comme disait Jean-Michel, c'est du champ à l'assiette. Ça veut dire depuis la production jusqu'aux transformations. Et on fera un petit focus sur l'agriculture biologique. Donc, qu'est-ce qu'une ESCO ou expertise scientifique collective? C'est un travail collectif avec une vingtaine d'experts, plus des experts ponctuels. Et ce travail a été mené de 2018 à 2020 et il concernait la qualité des aliments d'origine animale selon les conditions de production et de transformation. Et lors de ce travail, nous avons évalué en fait les connaissances. On a fait un état des lieux des publications qui ont été publiées. Au total, 3500 références en couvrant des disciplines diverses de toute la chaîne alimentaire, depuis la production, l'abattage, puisque c'est une étape essentielle pour les productions animales, la transformation, la consommation, un point sur la sécurité sanitaire, qu'elle soit chimique ou microbiologique, et la nutrition santé. Donc cette expertise collective, elle est arrivée à un moment charnière puisque se sont déroulés à ce moment-là, en 2017, les États généraux de l'alimentation, et aussi parce que depuis quelque temps, un questionnement, on va dire, existe autour de la consommation
qui est qualifié de élevé d'aliments d'origine animale pour aller vers un plus grand rééquilibrage sur les sources protéiques. Alors, c'est questionné de par l'impact environnemental, puisqu'il y a le rapport du GIEC. Donc, ça a un impact, effectivement, les productions, toutes nos productions, y compris les productions animales, ont un impact sur le climat et l'utilisation des ressources, puisque certains céréales sont utilisées pour l'alimentation animale. Ça a aussi un impact sur la santé humaine. Il y a eu plusieurs rapports, en particulier du CIRC. Et puis, sur le plan éthique. Donc, les rapports du GIEC, de l'OMS, FAO recommandent de réduire notre part de produits animaux dans notre alimentation. Et même le nouveau plan national nutrition santé, en 2019, a pour la première fois émis en fait des avis de limitation. C'est des recommandations, mais la limitation, par exemple, de passer de 2 à 3 produits laitiers par jour. Et privilégier des aliments bruts. Alors, aliments bruts, ça parle peut-être pas bien, on en parlera, je donnerai un peu plus d'explications un peu plus tard dans la présentation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que produit brut, ça correspond à un produit qui est pas transformé. Par exemple, un steak que vous allez faire cuire, ben ça c'est un produit brut. Contrairement à un produit, alors entre guillemets ultra transformé, parce que ultra transformé, ça veut dire tout et n'importe quoi. En tout cas, qui est transformé. Alors le niveau de transformation, ben, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça à appréhender. Et suite aux états généraux de l'alimentation, une loi a vu le jour et des plans filières aussi pour une montée en gamme des produits. Et cette loi Egalim, elle cherche certes à assurer la souveraineté alimentaire de la France, mais à promouvoir des choix alimentaires qui sont favorables à la santé et à l'environnement. Et puis réduire les inégalités par rapport à un accès à une alimentation saine et durable pour tous. Donc, dans notre ESCO, on s'est posé la question de savoir comment la qualité des aliments d'origine animale, elle est élaborée et modulée par les conditions d'élevage et de transformation, en s'intéressant à toutes les filières, ou presque toutes. Et vous allez voir que c'est quand même un grand champ. Et donc, la première étape, quand on s'intéresse à cette question-là, c'est de définir la qualité d'un produit. Et la qualité d'un produit, en fait, si on se réfère aux normes de l'AFNOR, c'est l'ensemble des propriétés et caractéristiques qui confèrent à un produit l'aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou implicites d'un utilisateur. Alors, l'utilisateur, ça peut être le consommateur, mais ça peut être, par exemple, l'industriel qui va faire des transformations, ça peut être l'artisan. On voit que l'utilisateur peut être multiple. Et puis, la qualité, en fait, c'est un ensemble de propriétés. Et donc, en fait, quand on parle de qualité nutritionnelle, on devrait parler de propriétés nutritionnelles. Et donc, nos travaux ont porté sur l'élevage en Europe, les publications plutôt en Europe, et sur des produits donc bruts, ça concerne les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles, la chair de poisson, le lait et les œufs. Et puis, on a les produits qui sont issus de ces produits bruts, à savoir le lait UHT, parce que là, on applique un traitement thermique, donc déjà une transformation. Les produits type jambon sec, jambon cuit, où là, on apporte en fait aussi un ingrédient qui est le sel. La viande bovine hachée, où là, on a un traitement, on va couper, on va hacher la viande, les fromages, les nuggets, etc. Donc, vous allez voir, on a tout on va dire un panorama de produits. Donc, on a essayé de comprendre les effets aussi sur la santé, comprendre le comportement des consommateurs et, tant que faire se peut, essayer d'authentifier l'origine et les conditions d'élevage et de transformation. Donc, l'analyse de la qualité, elle s'est faite à travers 7 dimensions dans l'ESCO. Et nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux propriétés nutritionnelles, à savoir la composition, la biodisponibilité des nutriments. Et on va se centrer sur les produits et pas sur le régime alimentaire, et non pas non plus sur la place des produits dans le régime alimentaire. Et quand on s'intéresse aussi à la qualité nutritionnelle, donc on s'intéresse aux propriétés aussi sanitaires, et en particulier la présence d'additifs ou de composés néoformés qui sont générés ou qui apparaissent de par l'exposition lors des conditions d'élevage. Donc là, sur ce schéma, vous voyez la qualité de l'aliment au centre et les 7 propriétés, les 7 dimensions nutritionnelles, d'image, d'usage, sanitaire, je viens d'en parler,
technologique, ça intéresse beaucoup plus les industriels, et commercial. Et les carrés correspondent en fait aux utilisateurs. Donc quand c'est le carré vert, c'est les consommateurs, et quand c'est rond, c'est plus les producteurs et transformateurs. Donc un petit exemple pour commencer en termes de couverture des besoins par les produits d'origine animale. On sait qu'on a besoin d'environ 0,8 à 1,2 grammes de protéines par jour et par kilo. Et dans le schéma que vous avez à gauche, avec 100 grammes de steak de bœuf, on a près de 50%, plus de 50% des protéines qui sont apportées en un seul repas. On voit que c'est très peu calorique, ça correspond à 10% des apports. Et on a également, de façon très intéressante, de la vitamine B12 qui est très présente dans ces produits animaux. Et si on regarde à droite, dans le schéma de droite, j'ai voulu illustrer là un procédé de transformation très simple, simplement une réfrigération ou une formulation avec plus ou moins d'acides gras polyinsaturés. Et ce qu'on voit, c'est que quand on applique un conditionnement ou un stockage du produit, en tout cas là c'est de la viande de poulet, plus ou moins riche en acides gras polyinsaturés, ou qu'on applique un traitement thermique, et on va favoriser l'oxydation de ces acides gras polyinsaturés. Et donc là, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à des stratégies pour limiter cette oxydation. Donc, les produits animaux participent à la couverture des besoins, comme je l'ai dit. En tout cas, ils y participent de par leur teneur élevée en protéines, puisque, par exemple, pour du tissu musculaire, c'est-à-dire de la viande, on est entre 20 et 25 grammes pour 100 grammes. Donc, c'est quand même très élevé. C'est un des produits les plus élevés en teneur en protéines. Et on a aussi des profils en acides aminés indispensables, c'est-à-dire ceux qu'on ne sait pas synthétiser, équilibrés. Donc, vous avez la liste des acides aminés. Autre point essentiel, c'est la digestibilité. La digestibilité, ça veut dire que plus vous avez un produit qui est digestible et moins vous avez de pertes, c'est-à-dire de passage au niveau du côlon. Et donc là, on a les produits animaux présentent des digestibilités qui sont supérieures à 90%. Là où il y a une petite... autant les aspects supérieurs sont, on va dire, la teneur en protéines, le profil, la digestibilité sont des invariants, autant au niveau des lipides, on a des modifications qui peuvent exister, une variabilité à la fois en teneur et en profil, en acides gras saturés, en acides gras monoinsaturés, en acides gras polyinsaturés, en particulier en N-3 et N-6. Et donc, les besoins qui doivent être couverts, ce sont ceux qui concernent les acides gras essentiels N-3, comme l'acide alpha-linoléique, et puis qui est un précurseur de deux autres acides gras à longue chaîne, le DHA et l'EPA. Et puis on a également un besoin d'un acide gras essentiel en N-6, qui est l'acide linoléique. Les produits animaux apportent du calcium, alors ça sera plutôt les produits laitiers, du fer, du zinc et du sélénium pour tous les autres produits. Si on regarde comment se place maintenant la consommation des produits animaux, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a une explosion de la consommation de viande de volaille, puisqu'on est à plus 60% au cours des dernières années. Ça correspond en fait à une évolution de la filière qui est passée, on va dire, du produit entier, la volaille entière, à des produits découpés et à des produits élaborés. Tout le monde connaît les nuggets, les wings, etc. Ça ressemble à des frites, ça ressemble pas trop à de la viande. Le pané, le cordon bleu, même notre président en mange. Et ensuite, quand on regarde les autres viandes, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt une stagnation, voire une baisse. Globalement, en France, on consomme à peu près 105 kilos de viande porcine, 23 kilos de viande de volaille et puis 15 kilos de viande bovine. C'est la viande bovine qui a perdu sa place prépondérante, notamment à cause des crises sanitaires successives autour de l'ESB. Et de façon intéressante, on voit que les produits laitiers, en fait, ce sont les produits que l'on consomme le plus en termes de quantité, puisqu'on a 215 kilos. On observe aussi une évolution des
des consommations vers des produits alors, de plus en plus prêts à l'emploi, on peut dire. Donc, un des produits phares, ça va être le sandwich et la pizza, où en fait, ces produits sont utilisés, les produits animaux sont des ingrédients pour ces produits-là. Et c'est là qu'on a la montée en flèche en vert et en bleu, là, que vous voyez. Dans le schéma de rouge, vous avez à gauche, vous avez la part des produits carnés qui est de 52% et la part des produits laitiers qui est de 34%. Mais même si c'est assez stable, et en fait, les évolutions se portent beaucoup plus sur tout ce qui est plat préparé. Et là, dans ce domaine-là, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a un secteur qui est en croissance, c'est le secteur bio. En 30 ans, il est passé de 2% à 6%. Donc, et même si ça représente, en fait, pour l'instant, en coût, en volume, 5% des achats, c'est quand même un point qui a une dynamique très forte. Et puis, un des points qui est important, c'est que si on essaye de comprendre et de prédire les attentes et les comportements du consommateur, on voit qu'on a quelquefois des difficultés et vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Là, si on regarde un peu comment se placent les consommateurs par rapport à la consommation, donc sur le schéma de gauche, vous avez les différents types de viande, y compris les produits tripiers. Alors c'est quelque chose qui existe de moins en moins, les oreilles par exemple, ou les pieds de cochon. En fait, on observe un écart, une distance de plus en plus importante par rapport à des aliments qui représentent l'animal. Voilà. La viande de boucherie, elle a une quantité moyenne autour de 40 à 50 grammes par jour. Et si on regarde à droite, le total des produits carnés en fonction de l'âge, ce qu'on observe, c'est que ce sont les jeunes entre 18 et 24 ans qui tirent la consommation vers le haut, puisque ce sont eux qui en consomment le plus, par rapport aux personnes de plus de 75 ans pour qui la consommation est à peu près de 10 grammes par jour en moyenne. Donc c'est très très faible. Or, ce sont les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Et pourquoi on a cette augmentation vers les jeunes? Et en fait, c'est simplement parce qu'il y a eu un changement dans le mode de consommation. Maintenant, le steak haché, pour la filière bovine, c'est un produit phare. C'est plus l'entrecôte. C'est un changement de paradigme, mais c'est aussi un changement générationnel. Et si on regarde le schéma de droite, et qu'on regarde également la fréquence de consommation, eh ben vous avez entouré en vert pour les 18 à 44 ans une fréquence de consommation à peu près 4 fois par semaine de viande et produits carnés. Et toujours les personnes âgées à peu près à 1 fois par semaine maximum. Alors je disais que nos choix alimentaires, ils vont être modulés aussi par nos croyances et par une action réfléchie, voire irréfléchie, mais aussi notre façon de concevoir notre alimentation. Et en particulier, il y a des nouveaux rapports en termes de risque et de confiance qui a été érodé de par les crises sanitaires qui ont été, en particulier pour laquelle la filière bovine a fait l'objet de plusieurs épisodes, y compris aussi pour la peste porcine. Enfin, voilà. Donc il y a eu des épisodes qui ont conduit à diminuer en fait, à perdre confiance dans ces productions et dans la consommation de ces produits. Et puis il y a une nouvelle tendance, c'est de voir l'alimentation comme un médicament, comme une médicalisation entre guillemets et une nutritialisation de l'alimentation qui apparaît aussi. Il y a un besoin aussi d'avoir, à l'inverse, une naturalisation de l'aliment, donc quelque chose qui se rapproche de la nature, mais en même temps, on voit qu'on a de plus en plus une offre vers des produits de plus en plus transformés et qui ressemblent de moins en moins au produit initial. Et puis, il y a des critiques fortes envers les systèmes alimentaires qui sont peut-être trop productivistes. Donc, en gros, les consommateurs, ils sont désireux de plein de choses et des fois, c'est des choses très contradictoires. Ils ont des exigences, mais il faut qu'ils fassent en fait des choix par rapport à ça.
un des points qui ressort sur les productions animales, c'est le bien-être, c'est le bien-être animal. Là, vraiment, c'est vraiment mis en avant. Et d'ailleurs, les industriels s'en sont emparés. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus et des évolutions qui ont lieu au niveau de la réglementation, par exemple, sur les poules pondeuses, et sur le fait que les animaux aient des accès à des parcours, etc. Aussi sur la santé. Donc des exigences par rapport à leur santé, aussi la santé des animaux, le respect du respect en fait environnemental, et y compris la solidarité vis-à-vis des producteurs. Donc, si on se focus maintenant sur comment on va produire un aliment sain et bon, j'ai pris un exemple que je connais bien, c'est l'exemple des productions de viande. Et on va voir comment la qualité nutritionnelle d'un aliment peut être modulée à travers ces différentes étapes. La première étape, c'est les étapes de production. Donc déjà le choix génétique, les conditions d'élevage, l'alimentation, les pratiques d'élevage. Là, on a un premier levier pour moduler la qualité. Ensuite, on a également la première étape qui concerne l'abattage des animaux dans le respect du bien-être animal. Les étapes de refroidissement, de stockage, les étapes de transformation technologique qui font qu'à partir d'une viande, on va avoir un produit, alors, soit il va être emballé, par exemple sous vide, soit emballé sous film perméable, soit emballé dans différentes conditions, où on peut avoir des plats préparés. Et ensuite, ce plat, il va être consommé. Donc on va passer à la phase aliments consommés. Il peut y avoir du transport. Il peut y avoir aussi, on consomme ces produits à domicile, voire hors domicile, dans des restaurations collectives. Et un des points importants, c'est de connaître en fait les pratiques domestiques et comment les pratiques domestiques vont aussi impacter la qualité d'un aliment. Donc c'est les conditions à la fois de préparation, de conservation dans nos frigos. Et on sait que maintenant, on a à peu près 20% de pertes en ligne, ne serait-ce qu'à la fin, là, au niveau du consommateur, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 20% les pertes dans les réfrigérateurs. C'est énorme. Donc si on regarde maintenant, vous avez là un énorme tableau où on a essayé de travailler, on va dire, de façon très systématique, en balayant toutes les propriétés, donc organoleptiques, technologiques, nutritionnelles, etc. Et là, on va se centrer aujourd'hui sur la partie nutritionnelle que je vous ai encadrée en vert. Et on regarde en ligne, en fait, les différentes étapes que je vous ai présentées de façon linéaire. Les caractéristiques de l'animal, les conditions d'élevage, les aspects de transformation, etc., jusqu'à la pratique domestique. Et donc, si vous regardez la colonne qui concerne la partie nutritionnelle, les propriétés nutritionnelles, vous voyez en marron, alors j'espère que c'est en plus foncé, on va dire, parce que ça dépend après des systèmes de projection. Donc, en plus foncé, vous voyez que dans les étapes amont, la qualité nutritionnelle, elle est impactée de façon importante par l'alimentation. Et donc, on va faire un focus là-dessus. Ensuite, ce sont les étapes de transformation qui modifient principalement la qualité nutritionnelle, y compris les pratiques domestiques. Et on peut se poser la question, et alors les signes de qualité et d'origine là-dedans? Eh ben, on va voir que, je vous laisse un peu en suspens, on verra ça plus tard. Donc oui, je disais l'alimentation, c'est un facteur majeur pour améliorer la qualité, et aussi c'est un levier, donc on peut l'utiliser. Et donc il y a des travaux qui sont faits. Alors là, je sépare les monogastriques des ruminants. Parce que pour les monogastriques, eh ben, on peut travailler sur une alimentation qui est plus ou moins riche. Alors là, on utilise des graines de lin parce qu'on arrive à modifier et à améliorer la teneur en acides gras polyinsaturés et surtout à augmenter cette teneur. Donc là, vous avez deux exemples à gauche avec un oméga 3, avec deux oméga 3. L'acide alpha-linolénique et puis les deux composés à chaîne longue EPA et DHA. Donc simplement, vous voyez que pour des côtes de porc, donc de la viande de porc, on multiplie par 5 la teneur en AGPI en travaillant simplement sur l'alimentation de l'animal. Et si on s'intéresse maintenant aux ruminants,
Alors les ruminants, on a une facilité, c'est-à-dire que les ruminants, ils ont une capacité, eux, à utiliser l'herbe, et c'est aussi un moyen aussi de stockage du carbone. Et on sait que en fait, les ruminants, quand ils consomment de l'herbe, ils vont avoir des teneurs en oméga 3 supérieures à des ruminants qui vont être nourris à base de régimes de concentré ou de maïs. Et si, le petit plus, c'est que si on utilise les ruminants ont accès à des prairies diversifiées avec beaucoup, par exemple, de trèfle rouge, et bien là, on augmente encore. On a un effet supérieur dans certains pâturages parce que ces légumineuses sont très riches en acides gras oméga 3. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. On peut améliorer la teneur en lipides et le profil en lipides par l'alimentation. Mais attention, dans la pêche, dans les productions piscicoles, de par la raréfaction en pêche minotière, donc voilà, puisqu'on vide un peu les océans pour nourrir les poissons en pisciculture, il y a quand même une réflexion qui est menée pour essayer de diminuer cet impact en disant bon, on va pouvoir utiliser une alimentation riche en végétaux. Sauf que quand on fait ça, on perd en partie la qualité nutritionnelle des poissons et notamment la richesse en oméga 3 longue chaîne, en oméga 3 tout court, parce que pour donner un exemple, 100 grammes de filet de saumon couvrent 3 fois les besoins en ANC. Donc voilà, ça c'est important. Il faut essayer de trouver un compromis pour essayer de limiter l'impact qu'on peut avoir sur les pêches minotières, voilà, dans nos productions en pisciculture. Mais c'est trouver un équilibre et on peut pas remplacer directement par des aliments d'origine végétale. Et le dernier point sur lequel je voulais apporter un éclairage concerne aussi d'autres espèces comme la volaille, principalement le porc et le poisson, où des schémas de sélection basés sur la vitesse de croissance ont conduit à des défauts tissulaires qu'on peut appeler des myopathies, dans lesquelles en fait on observe des modifications du tissu musculaire, une fibrose que vous avez à gauche, vous avez au milieu ce qu'on appelle le wooden breast, vous avez aussi des filets spaghettis. Donc en fait, vous avez les fibres musculaires qui se délitent. Donc on peut imaginer que le tissu musculaire, il a quand même quelques difficultés à fonctionner normalement. Et puis d'autres exemples dans le poisson, où on a les myoceptes qui se séparent, c'est comme un filet spaghetti si vous voulez, ou chez le porc, la viande déstructurée. Et donc là, on n'a pas encore totalement élucidé l'étiologie de ces myopathies, mais ce qu'on peut dire d'un point de vue nutritionnel, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on a des propriétés nutritionnelles qui sont dégradées. On a une perte de protéines, on a une augmentation de lipides, on a du collagène, on a la fibrose, et globalement, toute la capacité des protéines en termes de capacité émulsifiante, texturant, etc., qui est naturelle, qui est la fonctionnalité même des protéines, disparaît. Et de ce fait, il va falloir avoir recours dans les recettes à plus d'additifs. Donc, quelque part, on va toucher la qualité aussi, on peut avoir aussi un impact santé de ces produits. Donc, je vous ai dit que je voulais vous faire un petit focus sur l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique, elle garantit des usages et des méthodes qui sont respectueuses de l'environnement, de la santé et du bien-être animal. Alors, de l'environnement, parce qu'on ne va pas utiliser de fertilisation chimique, ça va être plutôt des fertilisants organiques, pas de pesticides ou très très peu, et des traitements hormonaux qui sont proscrits. Pour le bien-être animal, c'est aussi important parce qu'il y a moins de traitements médicamenteux, y compris des traitements avec des antibiotiques. Et puis pour le bien-être animal, c'est également important puisque là, on travaille sur des productions dans lesquelles la densité animale elle est réduite. Il y a obligation d'accès à l'extérieur, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce cahier des charges garantit en fait des méthodes et des usages, mais il ne garantit aucune propriété des produits. On n'est pas sur des SICO
par exemple comme le label rouge, où on garantit une qualité organoleptique. Là, on garantit pas ça. On garantit plutôt un système de production. Et si on regarde la part en volume, ben, vous voyez que l'agriculture biologique, concernant les productions animales, elle reste quand même à un niveau encore très faible, à part pour les œufs. Et on peut comprendre, puisque le coût d'un œuf, c'est pas le coût d'un bœuf. Bon, pour faire simple, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que même si on a quand même une évolution, une augmentation, voilà, on n'est pas encore à des volumes très élevés en termes de production animale. Maintenant, si on regarde les études de l'ESCO, ça nous a montré que on a fait un petit focus sur les propriétés nutritionnelles des produits issus de l'agriculture biologique, et on a regardé donc la viande ovine, bovine, poulet, porc, œufs et produits laitiers. Je m'intéresserai plus aux produits laitiers, puisque là, on a quelque chose de vraiment consistant, et on voit, on est sûr de ce qu'on dit, on n'a pas des résultats divergents. D'une manière générale, on a plutôt un effet positif, une amélioration légère sur la viande ovine, bovine et viande de poulet. On n'a rien du tout sur le porc, ni sur l'œuf, ni sur le poisson. Voilà. Et si j'ai le temps, je vous raconterai quelque chose sur les œufs. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que pour les produits laitiers, on a une amélioration nette du profil en acides gras. On diminue le rapport oméga-6 sur oméga-3, l'acide linoléique sur l'alpha-linoléique, quand on est en système bio versus le conventionnel. Donc, on diminue de moitié. Donc, c'est un point très positif. Et si vous regardez le graphique de droite, où on regarde la part des apports en acide alpha-linolénique recommandés couvertes par les produits laitiers, donc ça, c'est basé sur les études 1K 3, on voit qu'on a une part augmentée par rapport au conventionnel quand on est en agriculture biologique. Mais si vous décalez un peu plus à droite et que vous regardez une alimentation pâturage versus alpage, on a en fait une qualité nutritionnelle voisine, similaire, voire améliorée quand on a une diversité en termes de production de fourrage. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, hein, mais bon, c'est les résultats. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est la consommation des produits issus de l'agriculture biologique et l'impact sur la santé. Et là, on a des points qui sont quand même assez forts et qui sont bien démontrés. C'est qu'on a une antibiorésistance réduite, on a moins de résidus de traitements médicamenteux dans les produits d'agriculture biologique. Ça, c'est le point positif. Le point légèrement moins positif, c'est qu'on a une exposition accrue aux polluants environnementaux. Ça s'explique en fait pour deux raisons. D'une part, si on considère la volaille en agriculture biologique ou même en label rouge, elle va avoir un accès extérieur par rapport à une volaille conventionnelle. Et la volaille, elle va avoir, en agriculture biologique, elle va avoir un temps de production qui va être d'à peu près 2 mois et demi, 70 jours, minimum jusqu'à 91 jours, alors que les poulets standards sont élevés en 35 jours. Donc on a de facto une exposition supérieure puisque la durée d'élevage est supérieure. Voilà. Cela dit, on reste en dessous des normes. Après, les premières études qui ont démontré en fait l'impact d'une consommation de produits bio versus produits conventionnels ont montré qu'en fait ils ont comparé en fait les gros et les petits mangeurs d'aliments issus de l'agriculture biologique. Ils ont montré une baisse des risques de certaines pathologies, moins d'allergies chez l'enfant, etc. Mais en même temps, il faut savoir que ces produits, dans les transformations, ceux qui sont sous forme bio, ils ont moins d'additifs autorisés. Donc voilà, on a quand même, par rapport à ce qu'on sait, c'est que l'agriculture biologique, ça modifie l'antibiorésistance et les consommateurs de produits bio, généralement, ils ont aussi un profil, ils fument moins, ils font plus de sport, ils mangent plus de fruits et légumes. Donc bon. Après, on peut avoir un peu de risque confondant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous manque en fait de données vraiment robustes pour pouvoir aller jusqu'aux produits transformés, parce que là, on a vraiment peu d'informations. Et ce qui me permet de vous parler des transformations, parce que c'est aussi un sujet vaste.
Donc la qualité nutritionnelle et les transformations. Je vous ai mis un petit exemple. En France, on a 450 spécialités de charcuterie. Bon, on partage ce chiffre avec les Italiens. Et en termes de transformation, on va avoir d'abord le hachage, le salage sec ou injecté, la fermentation. Ça, c'est pour le saucisson, mais la fermentation, ça intervient aussi dans les produits laitiers pour faire des fromages. On a aussi la formulation avec des ingrédients, des additifs. Et puis, en vertical, vous avez le traitement thermique, parce que mis à part le jambon sec et le saucisson sec ou les fromages, on a souvent un traitement thermique qui est appliqué. Et ce traitement thermique, lui, il a un impact sur la qualité nutritionnelle. Et je vais donner un exemple sur la viande. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout dépend du couple temps-température. Donc, en fait, si on regarde l'intérêt d'un traitement thermique, bon déjà, ça va inactiver les micro-organismes. Donc d'un point de vue sanitaire, c'est un point positif. Ça va développer la flaveur du produit. Et ensuite, on va avoir une digestibilité élevée. On va atteindre jusqu'à 95% de digestibilité. Et il y a un intérêt aussi à définir le meilleur couple temps-température. Et c'est ce que je vous ai présenté sur la courbe en cloche à droite sur l'écran, où vous avez représenté en ordonnée la vitesse de digestion et en abscisse la température. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse de digestion, vous voyez, elle suit une courbe en cloche. Ça veut dire la vitesse de digestion, ça veut dire la vitesse à laquelle les nutriments vont être libérés. Et plus ils sont libérés vite, les acides aminés dans le sang, et plus ils peuvent avoir un effet, en particulier chez l'homme, pour limiter une pathologie qui s'appelle la sarcopénie, la fonte musculaire. Et donc là, nous, on a démontré sur des modèles in vitro, in vivo, minipore et chez l'homme, que quand on cuisait la viande autour de 70 degrés, c'était la température à laquelle on avait la vitesse de digestion la plus rapide. Et on a élucidé les mécanismes qui permettent d'expliquer pourquoi on a ça. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne cuit pas assez, on a une vitesse de digestion qui va se retrouver au même niveau que si on cuit trop. Et les mécanismes ne sont pas les mêmes, moléculaires. Autre point qui est important sur l'impact du traitement thermique sur la qualité nutritionnelle, c'est le risque sanitaire. Je vous ai montré tout au début l'effet des procédés. Je vous dis, voilà, si on est riche en acides gras polyinsaturés, en fait, tout le bénéfice qu'on a, on va le perdre. Et on va le perdre, pourquoi? Parce qu'on va oxyder ces acides gras et ils vont générer des composés dont certains, on sait, ils ont un effet délétère, voire cancérigène. Et d'autre part, le traitement thermique a aussi un effet sur la formation de composés, de néoformation de composés qui sont délétères. Pour citer juste une molécule, c'est les amines hétérocycliques, qui celles-ci sont générées généralement au barbecue. Alors le barbecue, c'est pas un problème quand c'est l'infrarouge qui chauffe. Le barbecue, c'est un problème, c'est quand les flammes chauffent, puisque c'est là qu'on a la formation de ces amines hétérocycliques. Alors, de façon intéressante, il existe des leviers d'amélioration, alors des outils, des recettes en utilisant des marinades dans lesquelles il y a des antioxydants qui peuvent contrer en fait cette oxydation délétère. Alors, j'ai encore deux exemples, la formulation et la fragmentation, le fractionnement en termes de procédés. Mais la formulation, je voulais attirer votre attention sur un point qui est important, c'est l'utilisation du sel. Alors le sel nitrité, c'est très questionné en ce moment parce qu'il y a une proposition de loi, la loi Ramos, et il y a une saisine de l'ANSES. Et dans cette proposition de loi, il est proposé dans l'article 1 qu'à compter du 1er janvier 2025, il y ait suppression de produits nitrés dans les produits de salaison. Et puis une période de transition. Et puis l'article 3 dit il faut se retrouver à 60 ppm de nitrite ajouté mais dans les produits. Donc il y a une grosse agitation parce que le nitrite, il a quand même une fonction. Et si on supprime les nitrites dans les charcuteries, il va falloir réfléchir en termes de risques et de bénéfices. Le nitrite, il a été utilisé depuis toujours parce que c'est un antimicrobien. Bon, le Clostridium en particulier. C'est aussi un antioxydant. On a vu les effets de l'oxydation, je vous l'ai montré tout à l'heure avec le traitement thermique et la sensibilité pour les acides gras. C'est un conservateur, mais les nitrites,
il va être capable de se combiner avec le fer de la myoglobine, qu'on appelle l'hème, et former ce qu'on appelle le nitrosilème. Et à la cuisson, il va donner ce qu'on appelle une molécule qui s'appelle ferrihémichrome, et cette molécule, elle va donner la couleur rose au jambon. Donc, un produit sans nitrite ou nitrate, il est de couleur grise. Un produit où il y a des nitrites, des nitrates ou quelque chose qui va donner en fait du nitrique oxyde, on va avoir cette couleur rose. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que des produits commerciaux sont en vente qui proposent zéro nitrite ou zéro nitrite ajouté. Je vous ai mis 2 exemples. Donc, vous pouvez par vous-même repérer qui a mis des nitrites ou une forme qui apporte du NO ou pas. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est la teneur en nitrite qui va être minimale pour éviter tout risque sanitaire, en particulier le Clostridium. On n'a pas d'épisode sanitaire parce que les industriels utilisent des quantités qui sont autorisées, c'est 120 ppm. Au niveau européen, c'est 150 ppm de nitrite. En France, on utilise 120. Mais il y a une réflexion pour diminuer, mais pas supprimer, diminuer, pour toujours garder un risque sanitaire contrôlé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les nitrites, ils ont aussi une action antioxydante. Qu'est-ce qui va se passer dans le tractus digestif? Parce qu'il y a des molécules qu'on appelle des nitrosamines qui peuvent être formées dans le tractus digestif. Donc là, je vous ai donné 2 petits exemples qui concernent en fait des calculs qu'on a fait en évaluant les nitrosamines dans des produits de charcuterie, du saucisson et du jambon. Et en se basant sur les données de l'EFSA, qui donne les doses journalières admissibles, on a fait un petit calcul pour savoir à peu près quel était notre taux d'exposition. Si on mangeait, par exemple, par rapport à la consommation moyenne qu'on a en France, on arrivait à une consommation quotidienne de 7,5 grammes de saucisson tous les jours, et avec différentes formulation. Donc une formulation sans nitrite nitrate, c'est en bleu, vous n'avez pas de nitrite nitrate, vous avez une exposition qui est nulle. Mais vous voyez que par exemple avec les saucissons tels qu'ils existent, par exemple avec 120 ppm de nitrite, 120 ppm de nitrate, en jaune, vous avez une exposition où on est à moins de 2% en nitrite et nitrate en consommant tous les jours du saucisson. Alors, en plus, je vous ai fait des petits calculs en fonction du poids moyen, puisque évidemment, ça se définit aussi comme ça. Et pareil pour le jambon. Donc ça, ce sont des données qu'on a obtenues sur le jambon. On a travaillé avec différentes modalités nitrites, 120 qui est la norme, 80, 40 et 0. Et on voit que l'exposition, elle va être autour de 20 à 40% par exemple, si on pèse 50 kg, et si on pèse 80 kg, autour de 10, même pas moins de 5 à 30%, en mangeant 40 grammes de jambon tous les jours. Et comme c'est quand même un des aliments qui est préconisé dans la diversification de l'aliment, chez les jeunes enfants. Là, j'ai fait un calcul pour des enfants d'1 an qui pèsent à peu près 10 kg et on est à moins de 10% en termes d'exposition par rapport au risque développé par l'EFSA. Donc, le dernier point que je voulais vous montrer, c'était le fractionnement. Parce que les produits animaux, en fait, il faut savoir que ce sont des produits qui sont, en particulier la filière LIEF, très utilisés en termes de produits alimentaires intermédiaires, des PAI. Donc là, j'ai donné l'exemple de l'œuf coquille qui va être déshydraté, voilà, tous les différents types de process qu'on peut obtenir. C'est un diagramme de fabrication. On a l'œuf liquide, congelé et l'œuf séché. Et en fait, la moitié de la production de lait, elle va partir en fait pour l'industrie des PAI, parce qu'on va utiliser en fait ce cracking pour avoir une fonctionnalité technologique. Et après, ces produits vont être réincorporés sous forme d'additifs, d'arômes, etc. Et on va en avoir dans multitudes de produits. Et donc là, c'est un peu compliqué de définir un score nutritionnel là-dessus. Et donc, je vous donne juste un schéma là pour illustrer, et je ne vous montre pas, c'est pour vous montrer comment ça se passe aussi pour le lait. Voilà. Donc, on a besoin de classer les aliments pour s'intéresser à la qualité nutritionnelle. Et donc, il y a le score nutritionnel, le Nutri-Score, qui existe et qui se base en fait sur un calcul
bénéfice-risque. Bénéfice, c'est la teneur en protéines, en fibres, etc. Et on va dire les côtés négatifs, c'est l'acide gras saturé, le sel, le sucre. Mais on n'a pas d'infos sur les pesticides, etc. On a au milieu la classification NOVA, et qui est assez rustique, on va dire, puisqu'on a les aliments peu ou pas transformés. Il y en a très peu. Les ingrédients culinaires, c'est-à-dire le sel, le poivre, l'huile. Les aliments transformés. Et puis après, pratiquement tous plus de 90% des aliments qu'on consomme, ils sont ultra transformés. Donc c'est un peu compliqué là parce qu'on a un gros boogie-boulga. Et puis après, au niveau européen, l'EFSA a fait une classification au niveau des niveaux de transformation. Il y a 250 classes et il considère les aliments bruts, dérivés, composites, etc. Donc en fait, on a besoin de classer, mais c'est pas facile. Par exemple, quand on veut faire après des études épidémiologiques, nutritionnelles, on va utiliser une valeur moyenne. Et là, je vous donne l'exemple des lasagnes, où la valeur moyenne qu'on a, elle est à peu près de 13% de viande, et puis on a en fait une variation qui va de 5 à 26. Donc, bon. Après, quand on regarde, si on essaie de comparer le Nutri-Score versus la classification NOVA, ben vous voyez là, on a fait un exemple sur des produits de poulet, 1700 produits dans lesquels il y avait le mot poulet. Ça montre en fait que là, les 2 tiers de ces produits sont classés A ou B en Nutri-Score. Ils sont tous en NOVA 4. Donc vraiment, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin en fait d'un indicateur composite qui tienne compte, certes, de la compo, mais des procédés et des niveaux de formulation. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que on est capable de moduler la qualité nutritionnelle, en partie sur la partie lipide par l'alimentation, que les produits animaux participent à la couverture des besoins, mais ils sont aussi mis en avant dans des études épidémiologiques qui montrent qu'il y a une incidence des corrélations entre consommation de produits animaux et certains cancers, en particulier pour les produits de charcuterie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut nuancer les conclusions en fonction des types d'aliments et il faudrait mieux tenir compte de la variabilité de composition en lien avec les modalités d'élaboration. Et pour mieux comprendre les associations, parce que les associations, ce n'est pas une liaison, il n'y a pas de lien de cause à effet, il faudrait travailler un peu plus sur les études mécanistiques et épidémiologiques, parce que là, on a un gap de connaissances. On fait peut-être des conclusions quelquefois un peu hâtives et on a des gaps, par exemple pour la charcuterie, c'est 50 grammes par 50 grammes. On ne mange pas 50 grammes tous les jours de charcuterie. Voilà. Et après, il faut aussi se poser la question, puisque c'est quand même dans l'air du temps, on ne mange plus de protéines animales. Que fait-on de nos champs en Auvergne? Nous n'avons que de l'herbe. On a besoin des ruminants pour le paysage, pour entretenir. Qu'est-ce qui se passe quand on consomme plus de produits d'origine animale, et en particulier pour des populations spécifiques, les enfants, les femmes enceintes, les seniors aussi, qui ont des besoins supérieurs? Voilà, je vous remercie pour votre attention.